La première présentation nous permettra en quelque sorte de me connaître un petit peu plus personnellement, non en fonction de ce que je pourrais vous dire, mais en fonction de ce que vous allez voir et entendre. Ce qui permettra à chacun de nous d'exercer nos facultés de perception, qui est un élément important dans toute approche créative. Et pendant cette présentation, j'aimerais que vous mémorisiez un peu les images que vous allez voir. Je vous expliquerai cela un petit peu plus loin durant la présentation. Donc, allons-y avec la présentation d'introduction et nous allons revenir par la suite.
Examinons maintenant ensemble une première citation tirée d'un artiste peintre américain qui est devenu un des plus grands des enseignants de l'art de l'histoire américaine. Il s'agit de Robert Henry. Voici ce qu'il a déclaré un jour, et je cite. Pardon. « Je suis intéressé à l'art comme un moyen de vivre sa vie, non de celle qui consiste à gagner sa vie. » Je vais répéter. « Je suis intéressé à l'art comme un moyen de vivre sa vie, non de celle qui consiste à gagner sa vie. » Développons un peu cette pensée. Par ces paroles, elle, lui, ne voulait pas dénigrer ceux qui gagnent leur vie par l'art. Après tout, ne sommes-nous pas heureux d'avoir des modèles sur lesquels nous pouvons essayer d'imiter dans une certaine mesure leurs œuvres, donc tout dépendant de la discipline exercée. Et plusieurs de ces modèles ont décidé de se dédier à plein temps dans l'exercice de leur art. Et cela, malgré la rigueur économique qui vient souvent avec une telle prise de décision. Donc, ces gens-là sont une source d'inspiration pour la plupart parmi nous. Il y a cependant une chose que nous devons reconnaître à l'évidence. Lorsqu'il s'agit de comparer la force de motivation derrière les deux scénarios, c'est-à-dire gagner sa vie par l'art et vivre sa vie par l'art. Je m'explique. Celui qui gagne sa vie par l'art, il le fait parce que, oui, il aime ce qu'il fait, sinon il ne serait pas là en train de le faire en premier lieu. Mais comme la plupart parmi nous, l'artiste à plein temps a ses factures à payer. Il a des obligations financières, donc il doit respecter, comme nous. Et il a aussi peut-être des clients qui utilisent ses services. Ça peut être un genre de travail à faire, ou peut-être un genre de produit à réaliser selon certaines spécifications. Et également, on peut lui imposer un délai à respecter pour la délivrance d'un tel produit ou d'un tel travail. Qui dit obligation, dit aussi responsabilité. Et qui dit responsabilité aussi, bien, c'est une certaine pression qui s'exerce sur l'artiste à plein temps, dans une certaine mesure. Dans certains cas extrêmes, je dis bien, dans certains cas extrêmes, ce qui pourrait arriver, c'est que l'artiste à plein temps pourrait être contraint de faire quelque chose que lui, personnellement, ne le ferait pas de la manière qu'il voudrait le faire, mais il le fait pour les raisons dont je viens d'évoquer. Si c'est le cas, la force de motivation de cette personne est devenue légèrement partagée. Parce que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait complètement pour lui-même. Celui qui vit sa vie par l'art ne sera pas intimidé autant par ce genre de pression. Généralement, son travail ne sera pas nécessairement relié à l'exercice de son art. Et une telle personne ne s'inquiétera pas non plus de ce que pourraient penser les autres de la façon que lui ou elle pratique son art. Je vais vous donner un exemple. Je suis en sortie photographique et en passant, là, je voulais le mentionner tout de suite avant que je continue. Bien que cette présentation est présentée dans un contexte photographique, les principes qui seront examinés peuvent s'appliquer aussi facilement aux autres facettes de l'art. Donc, c'est un point important que je veux vous rappeler à tous ici chacun. Donc, je reviens à mon exemple, la sortie photographique dans les cantons de l'Est. Je suis sur un chemin de campagne, en train de rouler à la recherche de sujets à photographier. Et là, à une certaine distance, commence à se pointer un sujet que nous allons appeler le sujet numéro 1. Et là, elle attire mon attention. Alors là, je me mets à ralentir, et là, je m'arrête devant le sujet. Je suis un peu hésitant, mais je sais qu'en même temps, certains de mes collègues photographes, s'ils me voyaient devant le sujet, ils pourraient me dire « Hey, Denis, c'est une photo de premier prix. Manque pas ta chance. » Mais il y a un problème. C'est que finalement, ce sujet-là ne m'attire pas plus qu'il faut. Elle ne m'appelle pas en quelque sorte. Elle ne génère pas des sentiments au point d'aller plus loin avec ce sujet. À ce point-là, qu'est-ce qui va dicter ma décision finale de le prendre ou non le sujet?
ce que les autres pensent du sujet, ou vais-je laisser mes sentiments prendre le contrôle? Et quelqu'un qui vit sa vie par l'art, il va laisser parler ses sentiments. Donc, il va abandonner un sujet que peut-être, même s'il est populaire aux yeux d'autres, bien, lui, ne l'attire pas. Donc, je vais tout simplement quitter l'endroit, abandonner le sujet à la recherche de quelque chose d'autre. En continuant ma route, j'arrive je vois un sujet que nous allons appeler le sujet numéro 2. À une certaine distance, donc, comme la première, elle attire mon attention. Et là, je commence à ralentir. Et là, à un moment donné, je m'arrête et là, je dis « Ah! » Et là, je suis heureux. Donc, mais je sais qu'en même temps, si certains de mes collègues me voyaient devant ce sujet-là, là, ils questionneraient mon choix, mais ils disaient « Ben, Denis, pourquoi est-ce que tu prends ce genre de sujet? Pourquoi tu t'intéresses à ce sujet-là? » Tu n'iras pas loin avec ça, les compétitions et tout ça. Ce n'est pas important ce que les gens peuvent penser, parce que des sentiments ont été éveillés lors du contact visuel avec ce sujet. Donc, quelle est la suite logique? Bien, là, on débarque, et là, j'explore le sujet. Et là, un petit peu en avant, un petit peu en arrière, j'ajuste l'appareil photo ici et là. Et là, soudainement, le coup de cœur est cliché. Quand quelqu'un peut établir ce genre de connexion, le monde qui nous entoure, avec sa complexité, ses préjugés, tout ce qui vient avec, se résume à deux choses, nous-mêmes et le sujet. Comme les ailleurs d'un cheval, nous ne voyons rien d'autre. Si quelqu'un peut établir un tel niveau de connexion, c'est là que les émotions sortent. Et c'est là que quelqu'un qui vit sa vie par l'art peut produire des œuvres qui reflètent réellement les sentiments de son auteur. Il n'y a pas grande différence entre les deux scénarios dont je viens de décrire. Gagner sa vie par l'art et de vivre sa vie par l'art. Mais la différence est assez perceptible pour que Robert Henry, lui, en ait fait une distinction. Un des élèves de Robert Henry a été John Sloan, un artiste peintre également. Et j'aimerais maintenant partager avec vous sa citation de John Sloan. Voici ce qu'il a déclaré un jour, et je cite. « L'art rend la vie plus agréable à vivre. Elle rend la famine plus vivable. Elle rend les troubles, tout ce qui est sans intérêt plus vivable. Elle donne de la vie à la vie. » C'est la citation. Un outil qui nous permet de libérer notre créativité avec force et d'exprimer nos sentiments par elle, mérite notre attention et de vivre l'expérience, tout comme l'ont fait les grands maîtres à travers leurs œuvres. C'est simplement une question d'être honnête avec soi-même, avec nos sentiments. Notre individualité brille à travers nos œuvres. De grands bienfaits attendent ceux qui décident de s'engager sur une telle piste. Et parmi ces bienfaits, que ce soit à court terme ou à long terme, un d'entre eux se détache du reste. Et cette récompense ultime, nous aurons l'occasion de la voir plus loin durant la présentation. Nous allons maintenant procéder à la présentation suivante. Et comme je vous ai demandé pour la première fois, j'aimerais que vous mémorisiez ce que vous allez voir lors de la deuxième présentation. Et on va prendre environ 5 minutes, mais j'aimerais ça vous demander à l'auditoire s'il y a des choses que vous avez vues qui ont généré des sentiments. Maintenant, la question suivante, pourquoi? Est-ce que c'est peut-être parce que c'est un sujet que vous aimez qui éveille des sentiments positifs? Est-ce que c'est peut-être relié à un événement du passé? Un peu comme le phénomène de la réminiscence, qui des fois, on regarde un objet, mais ça nous fait rappeler quelque chose du passé. Ça peut être aussi également, tout simplement, même en tant qu'artiste, si on est sensible aux lignes, aux formes et aux couleurs, qui peuvent s'avérer plus importants que les objets eux-mêmes. Donc, nous allons prendre donc les 8 prochaines minutes, donc vous allez avoir l'occasion de regarder toutes sortes d'images, et ensuite, on prendra quelques minutes pour demander vos découvertes,
ce que ça a généré en vous et pourquoi. Donc, on essaiera de faire ça à peu près en 5 minutes environ. Donc, nous allons y aller avec la présentation numéro 2.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à lancer la première pierre, comme on dit? Est-ce que quelqu'un ose, après avoir regardé les images, est-ce qu'il y a quelque chose qui a généré des sentiments chez vous? À peu près dans l'ensemble de la première et la deuxième présentation. Si, est-ce que quelqu'un est prêt à se lancer? Oui? Oui, alors, la chute d'eau, OK. je ne sais pas si c'est les chutes au bord aussi, mais C'est ça, oui. oui. Et puis, ça, ça m'indique la puissance de la nature. OK. C'est ça que je ressens quand je regarde cette photo-là. Donc, ça génère le respect envers la nature, hein? Absolument. OK. Et puis, par contre, un peu à l'opposé, la photo avec la grande tour qui est érigée en vitre. À ce moment-là, ça me fait penser à la puissance de l'homme, justement, peut-être un peu sur la nature, OK. à cause de sa capacité d'ériger des choses comme ça. Intéressant. Hein? L'ingéniosité de l'homme, hein? Oui. Alors, par contre, toutes tes photos, en général, c'est la nature assez sauvage, déserte, excepté quelques photos avec des personnes, mais elles sont très rares. Mais ce qui aide beaucoup à la détente de les regarder, car il y a beaucoup de couleurs vertes et de couleurs bleues. Une recherche de sérénité. Hein? Oui. À travers, vous avez remarqué les photos que les deux premières présentations. Hein? C'est ça, l'absence d'éléments humains, ou très peu. Oui, madame? Oh, le micro s'en vient. Excusez-moi. L'eau m'interpelle beaucoup. J'ai fait des voyages, des excursions en bateau. Ça me rappelle l'immensité de Dieu, la grandeur, son immensité. Les arbres parlent beaucoup aussi parce que, étant enfant, on y allait tout après à côté d'un arbre pour dire compter nos misères, compter n'importe quoi. On jouait à cachette, n'importe quoi. Ça me rappelle ça aussi. Puis j'aime la forêt, j'aime les choses. Quand on est en campagne aussi, les foins. Ça me rappelle la vie, puis tout ça, puis les arbres qui repoussent. Ça se fait quelque chose de voir la nature. Tu vois que les arbres sont morts, puis là, à un moment donné, tu vois la vie qui revient. Ça m'interpelle. Oui, hein, on dit souvent la vie, c'est comme les 4 saisons d'un arbre. Hein? Tantôt, on peut être on est luxuriant comme en bonne santé. À un moment donné, l'automne arrive, l'arbre est souvent soumis aux dures rigueurs de l'hiver pour revenir ensuite après. Un peu comme une période dans la vie de n'importe quel individu. On peut avoir des hauts, des bas. À un moment donné, on revient. C'est intéressant. Puis ça fait pas. Donc, ce que je saisis, c'est que vous, ça évoque d'agréables moments du passé. Donc, la réminiscence, en quelque sorte, je pense. Madame? Moi, c'est beaucoup les sentiers, les ouvertures, certaines lignes aussi, certaines rivières qui allaient soit vers la forêt, soit vers l'horizon. C'est pas une émotion comme telle, mais j'avais comme une impulsion à avoir envie de me lever et aller plus loin. On dit la peur, on dit l'inconnu. Hein? Une ligne non terminée, ça suggère l'inconnu. Là, c'est à nous d'imaginer ce qui est au bout de ça. C'est ça, hein, la curiosité humaine. Madame Détrange, je pense qu'elle avait une question. Ou plutôt Moi, je me suis retrouvée à l'automne, la beauté de l'automne. Les photos nous donnent envie de marcher près des sentiers, dans les feuilles, les
coloris extraordinaires. Alors, je me suis sentie confortable parce que je sais qu'en sortant, je n'ai pas à l'automne. Oui, effectivement, c'est ça. Hein, là, en quelque sorte, là, en réalité, on sent bien. Hein, les couleurs, hein, c'est les couleurs. On a un penchant pour les couleurs. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Oui, oui, allez-y, oui. Je ne sais pas si c'est un effet de la technique que vous avez, que vous maîtrisez, mais j'ai été très sensible à l'équilibre qu'on retrouve dans beaucoup de ces photos. Un équilibre qui est directement relié à la manière dont certaines lignes se rejoignent, sont parallèles ou au contraire divergent. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je ne peux pas dire que ça génère des sentiments en moi, sauf peut-être d'être sensible à une notion d'équilibre qu'on retrouve évidemment dans la nature en général. Oui. Et je pense que c'est par la maîtrise d'une technique que la réponse qu'il y a entre les pleins, les vides, les lignes qui vont dans certaines directions plutôt que dans d'autres, et que ceci crée un sentiment extraordinaire d'équilibre. Voilà. Intéressant. Intéressant parce que, juste rapidement, les lignes ont, si on a des penchants pour certaines lignes, horizontales, verticales ou diagonales, elles ont des effets différents au niveau des sentiments. En tout cas, on aura l'occasion peut-être de revenir un peu. Je pense que, madame, vous avez un commentaire. Oui, ce que j'ai aimé dans les photos, c'est surtout les grands espaces. Grands espaces sur Terre, grands espaces au ciel, qu'on n'a pas la chance de voir souvent quand on habite une ville. Et tout ce qu'on voyait de la campagne, ça m'a rappelé mon enfance, où j'allais en vacances dans des campagnes semblables à ça, avec des grands terrains, des foins. C'est surtout ce qui m'a frappé en premier, c'est la quantité de photos dans laquelle on voit des grands espaces. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mes photos dénotent une recherche d'espace, d'un grand espace. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de ciel bleu et il y a aussi des grands espaces. Ayant été une personne, et toujours aujourd'hui, étant une personne réservée, vous savez, une personne réservée, c'est toujours, on se sent comme toujours emprisonné dans nos sentiments. C'est difficile de véhiculer des fois nos sentiments, à moins d'avoir trouvé un canal de communication qui nous permet de véhiculer ces sentiments-là. Et vous avez eu, en quelque sorte, ma signature. Un des éléments de ma signature, c'est celui-là. Donc, la recherche de grand espace, un besoin d'épanouissement, en quelque sorte, personnel. C'est un besoin personnel, étant donné mon caractère très réservé. Et ça a été un défi, en quelque sorte, de le faire, mais avec la photographie, ou je le dis bien avec la photo, mais ça peut être dans d'autres domaines, il est possible aussi de sortir, en quelque sorte, ces sentiments-là. Un peu comme le corps a besoin de sortir ses toxines du système, hein, de purger les toxines de son système. En tant qu'humain, on a besoin, en quelque sorte, de purifier notre intérieur, pour reprendre l'expression de Picasso, de toute poussière de la vie quotidienne. Donc, on a besoin de sortir ça. Donc, un peu, là, moi, j'ai utilisé la photo à cet effet-là. Donc, on voit donc, en général, et là, vous avez, je pense, aussi évoqué un peu le passé. Donc, hein, ça a fait penser à des événements du passé. L'important dans tout ça, et je voudrais reprendre une déclaration, une citation de Robert Henry, justement, qui avait dit « L'objectif, ce n'est pas de pratiquer l'art, mais d'être dans cette disposition merveilleuse qui rend l'art inévitable. » Et c'est quoi cette disposition merveilleuse? C'est d'avoir des sentiments positifs, des sentiments agréables. Et c'est de nourrir ces sentiments-là, peu importe le domaine de l'art que vous exercez. Et si vous aimez lire ou chanter, et vous aimez chanter, bien là, profitez-en. Peut-être quelqu'un qui aime lire, écrire sur un sujet particulier, bien, si ça lui éveille des sentiments positifs, ou quelqu'un qui aime peinturer sur un sujet particulier, ou quelqu'un qui aime les animaux, hein, j'ai monté des images d'animaux, ça éveille des sentiments positifs, agréables, un sentiment de bien-être. Donc, en réalité, c'est ça, c'est de nourrir ces sentiments positifs. Quand on arrive à trouver quelque chose qui nous plaît dans l'exercice de notre art, et c'est là que, éventuellement, avec le temps,
et nos sentiments arrivent à s'extérioriser. Et c'est pour ça que je dis que quelqu'un qui vit sa vie par l'art est capable de produire des œuvres qui reflètent réellement les sentiments de son auteur au moment de la création de ces œuvres-là. Donc, merci en passant. On a prolongé quelques minutes, mais on va pouvoir passer maintenant à la partie suivante. Donc, merci de votre participation, c'est encourageant. J'aimerais partager avec vous maintenant une expérience vécue par un photographe américain du nom de Jim Brandenburg. Dans sa région natale, dans l'État du Minnesota, aux États-Unis, Brandenburg s'est imposé un défi. Maintenant, laquelle? Chaque jour, pendant 90 jours, Brandenburg ne se limiterait à ne prendre qu'une seule image par jour, sans seconde chance. Pensons-y. Il prend une image, il doit attendre le lendemain. Mais durant la journée, il voit quelque chose de mieux, mais il ne peut pas le prendre. 90 jours de suite. Maintenant, que lui a procuré cette approche plus stricte, cette discipline visuelle auto-imposée? J'aimerais maintenant partager avec vous un extrait d'un article qui a été publié en 1999. C'est David Inglis qui a écrit cet article et j'aimerais partager son compte-rendu. Je cite. « Avec patience et un soin particulier au design et au contenu de l'image, Brandenburg utilise bien l'œillet de la caméra pour sélectionner et isoler des éléments perceptibles de la complexité de la nature à travers sa sensibilité aux formes, lignes et textures. Il recherche à travers ce qui est caché l'ordre, dans ce qu'on peut appeler le grand design, et découvre à travers le commun quotidien qui échappe souvent à l'œil, des éléments relevant du quotidien comme des champs sur le bord de la route, des endroits familiers, des photos qui expriment ses sentiments d'être là au moment de leur création. À travers sa clarté de vision, Brandenburg a pu produire, à partir de l'ordinaire, des images hors de l'ordinaire. » Et de la citation. Donc, Brandenburg, lui, en quelque sorte, si on retient l'ensemble, donc, lui, il a développé donc sa sensibilité aux formes, lignes et textures, et il prenait aussi un soin particulier au design et au contenu de l'image. Donc, ça a pu produire, donc, en quelque sorte, des photos qui expriment ses sentiments. Donc, lui, en principe, nous, on regarde, par exemple, les lignes de notre main, on voit certaines lignes. C'est comme si lui, finalement, il arrivait à voir les mêmes lignes, mais avec une loupe à la main. Il était devenu perceptible, en quelque sorte, des choses que la plupart de ses contemporains ne voyaient pas. Donc, lui, finalement, pour Brandenburg, cette expérience a renforcé, accru sa relation et sa sensibilité à son environnement immédiat. La prochaine présentation que nous allons voir va confirmer en quelque sorte la véracité de ce qui vient d'être dit, avec un des éléments les plus abondants dans la nature. Mais ne vous méprenez pas, je vais vous expliquer. La présentation, donc, c'est un projet qui m'était très cher pour moi de vouloir réaliser. Elle ne dure que 4 minutes, mais son rêve, lui, a pris plus de 7 ans pour se réaliser. Et en plus, 3 années additionnelles ont été requises pour affiner son contenu imagé. Et je vais vous dire que ces 3 années sont devenues en quelque sorte un des plus grands défis photographiques de ma carrière. J'ai écrit un article à ce sujet et j'ai réussi à faire publier dans plus de 70 pays dans les pages de la Photographic Society of America en décembre 2012. Donc, un des plus grands sociétés photographiques au monde. Fait intéressant à noter aussi, c'est que la dernière fois que la Photographic Society of America a publié un article sur le même sujet, on remonte à 1955. Donc, je suis sûr que vous allez apprécier ces 4 minutes. Et le travail, je n'ai pas pu trouver d'équivalent nulle part. Donc, je vais vous le présenter maintenant. Si seulement nous pouvions décrocher de nos préoccupations quotidiennes et apprendre à voir au-delà de ce qui est familier, bien, un monde nouveau d'opportunités se présente à nous. Et une fois ces barrières brisées, les seules limites qui demeurent sont celles de notre imagination et de nos sentiments.
Allons-y avec la présentation. Voici ce qu'a déclaré un acteur et un homme d'affaires du nom de Eric Booth. Et je cite, « L'œuvre d'art vit dans l'expérience, dans le cheminement à l'intérieur du processus, et non pas dans le monument qui en résulte et à être présenté. » Booth a compris qu'il y avait plus, beaucoup plus que le produit fini. Dans ce cas-ci, l'œuvre finale de quelqu'un, ou le travail de cette personne en bloc, les œuvres de quelqu'un en bloc. Le processus primaire se retrouve donc dans le cheminement pour arriver à notre produit fini. Et pour quelqu'un qui n'est pas préparé, ce genre de défi pourrait s'avérer de taille. Il y a quelques années, Hans Burgschmidt a écrit et nous a fourni d'excellentes pistes de réflexion en 1998 dans le Canadian Camera Magazine. Et j'aimerais maintenant partager quelques-uns de ces extraits. Et ça se présente
pas mal sous la forme de questions. Et j'aimerais de nouveau rappeler l'auditoire que même si les prochaines citations sont présentées dans un contexte photographique, les concepts qui en découlent peuvent s'appliquer aussi facilement aux autres facettes de l'art. D'accord? Donc, voici ce que M. Bergschmidt a écrit et qui suscite beaucoup de réflexions et je sais. Qu'est-ce qui nous touche vraiment? Qu'est-ce qui nous trouble? De quoi avons-nous le plus peur? Qu'est-ce que nous voulions toujours faire, mais avions peur de le faire? Il n'est pas besoin de quelque chose de dramatique, mais être honnête avec nous-mêmes peut être vraiment dramatique en lui-même. Qu'est-ce qui nous fait fuir de nos désirs les plus sincères et est en train de courir autour de notre vie, se distrayant nous-mêmes, se détournant de nos désirs les plus profonds et de nos puissants grondements intérieurs? Comment créer des images qui vont au-delà des formes physiques que nous photographions et entrer dans le domaine de l'émotion et de l'essentiel? Comment faire des images qui sont honnêtes et pas seulement un spectacle coloré de notre vie? Ne risquons-nous rien ou avons-nous le courage de nous exposer aux autres? Ce genre de travail exige de nous un degré d'ouverture et d'honnêteté que nous ne sommes pas préparés à découvrir. Quand nous amenons plus pleinement de nous-mêmes dans notre travail, préparons-nous à éprouver plus d'énergie, plus d'insécurité, plus de sensibilité, plus de vivacité. Je vous réserve la suite après la dernière présentation finale que nous allons faire. Allons-y.
Arrivé à ce point de notre discussion, après avoir examiné ensemble quelques concepts de créativité, fait vécu, après avoir examiné quelques présentations audiovisuelles, probablement qu'un certain nombre parmi vous a été sensibilisé davantage par ceci. Que ce genre de travail exige que nous risquions plus de nous-mêmes dans ce processus de créativité, de s'exposer plus émotionnellement. À ce sujet, une dame, Faith Ringgold, avait écrit dans un Reader's Digest il y a environ une douzaine d'années ceci. La créativité est directement proportionnelle à la propension au risque. Donc, en termes plus simples, si nous voulons nous y mettre plus, il faut se risquer plus. Ce qui nous mène à la question suivante. Pourquoi devrions-nous prendre ce risque? La réponse est dans les paroles de Bergschmidt citées précédemment. Et je cite. « De mon expérience, rien n'est plus rémunérateur que de découvrir en profondeur qui nous sommes et être capable de réaliser un tel cheminement à travers ce processus artistique. Les images elles-mêmes deviennent en réalité que secondaires. Le processus de se livrer à être plus honnête à propos de ce qui est vrai pour nous devient primaire. Le potentiel d'ordre thérapeutique et d'être plus complet est à notre portée si nous pouvons apporter un tel niveau d'intégrité à notre travail. Chaque fois que nous prenons en avant pour être plus direct, honnête et ouvert, en tant que photographe et en tant qu'humain, nous renforce individuellement et collectivement. Fin de la citation. Donc, on note des expressions intéressantes. On parle donc que le processus, donc, c'est le cheminement pour arriver à notre produit fini. Donc, ce n'est pas l'image finale ou le final. On note aussi le potentiel d'ordre thérapeutique d'une telle approche. Donc, ça nous fait du bien intérieurement. Et à court terme, mais aussi à long terme. Ça va nous transformer en quelque sorte, comme je l'ai vécu personnellement également. Mais ce qui nous retient le plus, et c'est cette dernière phrase qui nous dit que le processus créatif nous renforce individuellement et collectivement. Maintenant, en quel sens que le processus créatif peut nous renforcer sur le plan collectif? J'aimerais maintenant partager avec vous un document, si vous me permettez. Un document qui vient de la National Endowment for the Arts, qui est une agence gouvernementale américaine qui est responsable d'attribution de fonds pour des projets reliés aux arts. Pardon. Et oui, c'est ça. Donc, c'est une étude qui a été entamée dans les années 2000, donc qui s'est faite sur 2 ans. Voici ce qui en est. C'est que 300 années, le nom de l'étude en passant, c'est The Creativity and Aging Study, ou l'étude sur la créativité et le vieillissement. Donc, ça, c'était aux États-Unis. Comment ça a fonctionné? Bien, 300 années ont été choisies. 100 à New York, 100 à Washington et 100 à San Francisco. Chacun de ces groupes de 100 ont été divisés en 2. Donc, 2 groupes de 50 à chaque ville. Le premier groupe de 50, toujours des aînés, là, donc entre 65 et 103 ans, ça donnerait à des activités d'ordre général. D'accord? Le deuxième groupe de 50, lui, ça donnerait exclusivement à des activités qui sont reliées aux arts et aussi chapeautées par des artistes professionnels. Donc, on retient cela. Et donc, quel était en réalité le but de l'étude? Donc, de comparer les 2 groupes et de voir l'impact sur le plan physique, mental et social. L'étude a été sur 2 ans. Et j'aimerais maintenant partager avec vous les résultats. Et ici, je traduis en français le rapport officiel qui a été produit en avril 2006. Voici ce que le National Endowment for the Arts mentionne à ce sujet, et je cite. « Les résultats ont révélé des différences frappantes dans le groupe d'intervention, c'est-à-dire
ceux impliqués dans les programmes d'art intensifs, comparé aux groupes non impliqués dans les programmes culturels intensifs. Comparé aux groupes conventionnels, ou ce qu'on appelle en anglais le control group, ceux participant au programme d'art hebdomadaire, après avoir été évalués à la fin de la première et la deuxième année, ont reporté A, une meilleure santé, moins de visites médicales et moins d'utilisation de médicaments. B, des réactions plus positives concernant les mesures en matière de santé mentale et plus de participation aux activités du plan global. Intéressant, n'est-ce pas? Et la conclusion, finalement, de cette étude, on manque de temps un peu pour aborder certains points intéressants, mais si vous voulez avoir l'occasion de l'examiner vous-même, on pourra s'en parler à la fin. Quelle était la conclusion, finalement, de ce rapport? Et je cite. En conclusion, ces résultats mettent en perspective la force positive des programmes communautaires chapeautés par des artistes professionnels. Elles mettent en évidence la capacité de promouvoir une meilleure santé et de prévenir contre la maladie. En cela, elles montrent une stabilisation et un accroissement dans les activités communautaires en général parmi ceux ayant participé au programme culturel. Elles démontrent que ces programmes culturels, pour les adultes plus âgés, sont un facteur qui réduisent le risque et la dépendance aux soins à long terme. Fin de la conclusion. Donc, moins de médicaments, moins de visites médicales, évidemment, ça allège aussi le système de santé. Et le Behring, la Fondation Behring, un organisme britannique, ont repris cette étude il y a quelques années et ont même rajouté des chiffres en matière d'économie au Trésor américain chaque année, et on estime une économie de 6 milliards de dollars par année. Donc, l'impact financier qui est réduit, évidemment, à ce niveau-là. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, en quoi que le processus créatif peut renforcer sur le plan collectif. Donc, un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, en quel sens que le processus créatif, maintenant, peut nous renforcer sur le plan individuel? Juste avant de répondre à cette question, est-ce que cette présentation vous a donné un peu le désir de tenter l'expérience? Si oui, quels sont quelques points importants à se rappeler en vue de réaliser un tel défi? J'aimerais partager avec vous un extrait d'un article publié en 2001 dans Canadian Camera Magazine qui est écrit par Mary Fremo, elle-même une vice-présidente d'un club de photo, elle-même une aînée et une grand-mère. Mais avant de lire cette citation, voici quelques questions qui méritent réflexion de chacun de nous. Est-ce à faire avec la compétition? Si oui, avec qui? Est-ce à faire avec le fait de produire les meilleures offres? Ou est-ce à faire avec le fait de vouloir impressionner les autres, de satisfaire à leurs standards? Ou le faisons-nous pour nous-mêmes? Voici le commentaire de Mme Fremo, et je cite. « Ma philosophie a toujours été de faire la compétition avec moi-même. Rien, et je le dis encore, rien ne me rend plus joyeux quand je réalise que je m'améliore et que j'ai ouvert mes yeux sur quelque chose de nouveau. Je prends des photos pour moi-même. Elles m'aident à nourrir mon esprit. Si c'est bien accueilli par les autres, tant mieux, mais ce n'est pas cela dont il est question ici. Vous devez vous laisser aller, vous et votre individualité, afin d'avoir la liberté d'explorer la créativité. La vie est trop courte pour se retenir de le faire. Il suffit d'un sourire d'un nouveau petit enfant pour me rappeler de cette réalité. Mille merci à ceux qui, dans le club, ont eu le courage d'avoir fait le plongeon. » Fin de la citation. Revenons maintenant à notre question. En quel sens que le processus créatif peut nous renforcer sur le plan individuel? J'aimerais maintenant parler des 15 dernières années de la vie de Pierre-Auguste Renoir, célèbre artiste peintre français.
Nous savons que Renoir, l'arthrite a commencé à s'installer dans son cas environ une quinzaine d'années avant sa mort. Et on sait qu'avec les années, bien, les 10 dernières, en quelque sorte, il a dû être confiné à la maison en quelque sorte. Ça devenait de plus en plus paralysant. Un de ses amis proches, Henri Matisse, qui est un artiste peintre également, 28 ans de différence environ entre les deux, mais ils étaient des amis proches. Donc, ils se voyaient régulièrement, presque pas chaque jour, mais très souvent se voyaient régulièrement. Et là, un jour, Matisse se présente chez lui, Renoir, il voyait Pierre-Auguste Renoir en train de peindre, et là, il souffrait terriblement. À chaque coup de pinceau, là, on voyait qu'il souffrait atrocement de l'arthrite. Et là, Henri Matisse lui dit, « Mais pourquoi est-ce que tu t'obstines en quelque sorte à continuer à peinturer et à souffrir comme ça? » Est-ce que quelqu'un se rappelle la réponse de Pierre-Auguste Renoir à Matisse? Il a dit, en 6 mots, « La douleur passe, la beauté reste. » Un de ses plus célèbres tableaux à Renoir a été produit seulement 2 ans avant sa mort. Et on sait que l'arthrite, lui, il a commencé à l'avoir environ 16 ans avant. Donc, ça nous donne une idée. Hein? Quand on regarde à l'exemple de Renoir, quand la passion devient en quelque sorte comme un feu brûlant, il n'y a pas grand-chose pour faire reculer une telle personne. Pas même la maladie. Ou du moins l'atténuer un peu. On se rappelle la déclaration de John Sloan plus tôt. Si je pouvais la reprendre à mon compte, je pourrais rajouter ceci à sa déclaration et de rendre la douleur plus vivable. Une des plus belles expressions de notre individualité se retrouve dans notre pratique de l'art, dans ses différentes facettes. Elle est l'image de notre détermination, de notre passion, de qui nous sommes intérieurement. En plus de la récompense venant de nos pères, cette approche a sa récompense personnelle. Elle nous redonne l'estime de soi. Elle nous redonne le respect de soi. Bref, elle nous redonne la dignité. Oui, les plus belles victoires sont les plus souvent celles qui viennent de l'intérieur. Et sur ceux-ci, on ne peut pas fixer de prix. Voilà, mesdames et messieurs, cette récompense et ce trésor qu'il est possible d'obtenir si nous apprenons à vivre sa vie par l'art, à apprendre à connecter avec les sujets, donc intégrer en quelque sorte le processus créatif dans nos vies intérieures. Ça devient un état d'âme en quelque sorte en nous. Et on peut récolter les bienfaits qui en résultent. En conclusion, peu importe ce que l'avenir nous réserve, il y a probablement une chose qui ne disparaîtra jamais. C'est l'expression par les arts. Elle est accessible à quiconque parmi nous désire aller un cran plus loin à la recherche de sa propre identité, se risquant lui-même, dans le processus créatif, une œuvre à la fois et dans le véritable esprit de créativité. Il n'en tient qu'à nous de relever le défi et de découvrir jusqu'à où peut nous mener la force de l'art dans le contexte du vieillissement. Sur ce, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Juste avant d'oublier, j'ai sorti, avant de passer la parole au Dr Davillon, je crois, j'ai des cartes d'affaires si vous êtes intéressés, et aussi des liens utiles que j'ai faits sur des papiers 4x6 là, en rapport avec justement des liens entre l'art, qui parlent de l'art et du vieillissement, et aussi quelques citations d'artistes comme ça si vous êtes intéressés à vous documenter ou tout simplement à les lire quotidiennement. Donc, je voulais juste vous le mentionner, c'est disponible à ma droite. Merci beaucoup. Quelques questions. Ah, ben oui, certainement. Est-ce qu'on a le temps? Ben oui. OK. Si on Êtes-vous a le temps, d'accord oui. de quelques minutes? Oui, OK. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, écoutez,
Une Oui. question, Ah, je un suis content. commentaire. Je suis bien content. C'est juste un commentaire au commencement quand vous avez montré les photos de ma voix. J'espérais être un poète pour faire ça très romantiquement. On vous entend pas, madame. J'ai dit, j'espère que j'étais un poète pour décrire ça très romantiquement. C'est à propos des photos que vous avez montrées au commencement. Je sens que quand on vieillit, parfois on ne se sent pas de la beauté qu'on a perdue et tout ça. Mais je compare, en vieillissant, nous sommes tous comme l'automne. C'est tellement beau, les couleurs et tout ça. Et si on regarde avec un art artistique, on se voit la beauté dans nous autres et puis dans les gens qui sont autour de nous. Et on va commencer avec l'art que vous avez suggéré de faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, effectivement, Laurent, c'est quand on peut être soi-même, on véhicule en quelque sorte nos sentiments. Oui, madame, en avant? Madame Bourdage. Oui, excusez-moi. L'anonymat. Je peux vous dire que j'ai remarqué plusieurs photos qui ont été prises à des heures différentes, ou au minimum à des heures différentes, peut-être à des jours différents. Et ça me fait penser que pour être un artiste, même quand on n'a pas de talent, si on veut aller au bout de nous autres mêmes, j'ai toujours pensé, personnellement, qu'il fallait rester avec nos sens ouverts, nos sens éveillés, pour être toujours en contact avec ce qui nous entoure. Parce que, dans le fond, ce que vous faites, c'est être très présent à ce qui se passe ici et maintenant, quand vous prenez vos photos. Alors, moi, dans ma vie, l'idée que je me fais d'un bon vieillissement pour moi, depuis quelques années, là, déjà, c'est de rester toujours présente à ce qui se passe autour, d'être intéressée par tout ce qui arrive. Il me semble que c'est ça qui me garde alerte. C'est Oui. sûr que je n'ai pas de talent particulier. En tout cas, je n'en ai pas développé au cours de ma vie. Les circonstances ont fait que c'est... Bon, les talents que j'ai, ce pas des talents qu'on peut mettre sur papier. Mais le ici et maintenant m'a encore frappé davantage quand je vois vos photos. Parce que je me suis dit, regardons ça, c'est la même photo, mais à une autre heure. Les couleurs changent, la lumière change. Je me suis dit, il est intéressé par ce qui se passe là. Puis ça m'a frappé parce que c'est ce que j'essaie de vivre. Vous rappelez-vous la déclaration de l'expérience de vie de Brandenburg? Hein? Son expérience en est une qui a renforcé, accru sa relation et sa sensibilité à son environnement immédiat. Hein, c'est quand on arrive à voir au-delà de ce qui est familier, là, c'est ça, c'est un des plus grands obstacles de percevoir, c'est de s'arrêter sur un objet, puis on ne va pas plus loin que ça. Il faut vraiment aller plus loin là, que ce qui est familier. Là. C'est ça la clé. Oui, bien, pour arriver à là, je pense qu'il faut vraiment vivre dans le tourbillon qui nous entoure pour être capable d'aller plus loin. Oui. C'est comme ça que je vois ça. Intéressant. Merci beaucoup, beaucoup. C'est très, très intéressant. Une question encore, M. Ledoux. Est-ce que votre processus créatif inclut des activités comme jouer d'un instrument de musique ou d'écrire de la poésie? Bien, en réalité, ça peut s'étendre. Moi, ce que je l'ai fait, c'est dans le contexte photographique. Et moi, ce que j'aime bien faire quand je sors en sortie photographique, j'aime bien, en quelque sorte, décrocher. Moi, j'ai des pièces de musique que j'aime beaucoup écouter quand je me promène à la campagne. Et là, je me mets dans un état, en quelque sorte, là, qui me fait que je me sens bien. Et là, je suis comme plus ouvert. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas juste l'appareil photo, en quelque sorte, mais on peut utiliser d'autres... je ne sais pas si c'est la réponse à la question que vous souhaitiez, là, mais ce que j'ai fait, en réalité, on peut l'étendre dans d'autres domaines, en quelque sorte. Quelqu'un peut-être qui aime écrire... je ne sais pas s'il y en a qui aiment écrire des lettres ou des livres, mais je me suis rappelé d'une déclaration de Terry Tempest Williams. Elle dit « J'écris parce qu'elle me permet de confronter ce que je ne connais pas, d'ôter le couvercle, de toucher la source, de découvrir, de former les mots. On dit c'est un méchant risque comme l'amour, de former les mots, de dire les mots et de découvrir jusqu'à quel point on est éphémère et vulnérable. » Donc, en quelque sorte, là,
peu importe l'exercice, la pratique d'art qu'on fait, l'important, c'est qu'on soit à l'aise dans ce qu'on fait. À un moment donné, on va le remarquer que c'est vraiment le canal de communication que je souhaitais utiliser. Moi, ça a pris 3 ans pour réaliser que ce que je faisais, là, mes photos, je regardais, il semble qu'il y a des éléments communs qui revenaient. Mais ça a pris comme 3 ans pour réaliser là, que j'avais trouvé mon outil de communication. En tout cas, je ne sais pas si c'est à peu près ça que vous cherchez comme réponse, là. Mais c'est sûr qu'en tant qu'artiste, on peut utiliser d'autres formes de médias, en quelque sorte, pour alimenter, en quelque sorte, notre passion. Donc, si vous avez vu, là, les photos avec musique, j'ai utilisé les deux ensemble. Fait qu'on peut, en quelque sorte, là, mélanger, en quelque sorte, certaines formes de médias, en quelque sorte, pour exercer notre art, de pratiquer l'art de la façon qu'on nous voulons le faire, qui nous fait du bien, et en bout de ligne, mais ça nous transforme à la longue. Et moi, dans le cas, ça a été mon cas. Avez-vous déjà fait l'expérience de montrer vos photos sans la musique? Oui. Oui. Mais c'est sûr que c'est pas pareil. C'est sûr que c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil du tout. Oui, moi, je l'ai rendu. C'est sûr que si je vous l'avais présenté sans musique, ça n'aurait pas été pareil, hein? Parce qu'on n'oublie pas, hein, ce qui a été déclaré, là. L'objectif, ce n'est pas de pratiquer l'art, mais d'être dans cette disposition merveilleuse ou être dans des sentiments agréables, positifs, qui rend l'art inévitable. Donc, en quelque sorte, là, c'est d'être soi-même. C'est de faire quelque chose qui fait qu'on se sent bien, personnellement. Alors, merci à tous d'être venus. C'est extraordinaire, ça nous a fait réfléchir. Et tous ceux qui, comme moi, par exemple, ont la fièvre de faire quelque chose, ne serait-ce que d'écrire, c'est une forme d'art, n'hésitez pas, ne lâchez pas et continuez. Alors, merci encore une fois, monsieur. Un plaisir. Merci.